Ah, parfait. Incroyable. Ouais, ça aurait pu être un nouveau concept, hein. C'est de l'ASMR, de l'ASMR, mais vraiment sans le son. Comment ça va tout le monde? Merci d'être là. Salut l'Orange. Salut Datasiam, salut Meiforo. Bonjour tout le monde. Alors, j'ai vu qu'il y en avait qui parlaient de Blast. Salut Bobby le bricolo. Salut Sylvain. Euh, Bon, est-ce que vous voulez en parler rapidement ou est-ce que on se le garde pour la fin? Sachant que, en effet, comme le disait, je crois que c'était Antoine qui le disait dans le chat, la deuxième partie va sortir ce matin. Donc vous aurez une deuxième partie à lire après ce stream. J'ai pas l'image, mais en Grèce, on est encore en 56K, ouais. Onan, avoir Daniel en invité, c'était pas compliqué. Ah bah on va parler de l'émission de vendredi rapidement tout à l'heure, donc si tu veux bien, j'y reviens tout à l'heure, et je te raconterai ce que ça fait d'avoir Daniel face à soi en invité. Blast, bah écoutez, vous connaissez Arrêt sur Image, hein, nous, entre guillemets, on enquête sur tout le monde, donc ça inclut Blast. On avait déjà parlé de Blast en 2021, je crois. Moi, j'avais fait un papier à l'époque où Maxime Renaï était parti de Blast avec fracas et avec la clé à la porte de la boîte. Parce qu'il avait des désaccords avec Denis Robert. Et là, en effet, bah, grosse enquête d'Alizé Vincent, qui signe ce papier sur Blast. Donc, je le disais, il y a une deuxième partie qui arrive ce matin. Après, est-ce qu'on est surpris? Je sais pas. Moi, j'ai pas été surpris, pas parce que c'est Blast. Hein. J'ai pas été surpris parce que bah, en fait, Blast connaît les mêmes problèmes que beaucoup d'entreprises et que malheureusement, c'est pas parce qu'on est un média de gauche qu'on est protégé de ce genre de problème. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire de plus. Si vous avez des questions, allez-y, hein, parce que moi j'avoue que j'ai lu l'enquête, j'ai suivi le travail d'Alizée, donc bon, je peux en parler un petit peu. Je vais pas préempter ce qu'elle sait et ce qu'elle a fait parce que c'est son travail à elle. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis sinon, on va se lancer puisqu'on a un programme chargé. Salut Only Christo. Bienvenue. Bon, et ben on va se lancer alors s'il n'y a pas de questions sur Blast. Allez, on se lance, c'est parti. Salut Karamazov. Je veux bien qu'on offre l'article en MP s'il y a toujours le système de parrainage. Eh ben... Ah bon, ça y est, il y a les questions qui arrivent. Alors justement, c'est une bonne... Peut-être vous montrer comment vous pouvez offrir un article, parce que je suis pas sûr que tout le monde le sache. Donc, je vous montre. Quand vous allez sur un article, hop, Blast, par exemple, donc... alors là, bon, ça s'affiche moche parce que j'ai le... La fenêtre est très réduite. Mais, et bah, vous voyez là, juste sous le nom de la journaliste qui a écrit l'article, en l'occurrence là c'est Alizé Vincent. Alors sur l'affichage normal de la page, c'est à gauche, hein, mais bon, vous retrouverez facilement. Vous avez un petit icône paquet cadeau ici, avec marqué offrir quand vous passez la souris dessus. Vous cliquez dessus. Et là, vous pouvez l'offrir à 5 personnes juste en entrant leurs emails. Salut Marco. Salut OB. Donc vous pouvez l'offrir à 5 personnes juste en entrant leurs emails. Alors faites attention parce que il faut Lena Marx. Eh ben j'arrive, je finis ça Lena et puis je te réponds. Il faut juste faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'espace à la fin de l'adresse mail parce que sinon ça marche pas. Mais sinon du coup, voilà, vous pouvez l'offrir à 5 personnes, celui-là ou d'autres. Hein. Je vous montre cela parce qu'on m'a parlé de celui-là, mais évidemment ça peut être d'autres articles. Alors, il y avait une question tout à l'heure, c'était est-ce que c'est courant, je crois. Je suis désolé, la question est partie. Ah, voilà. C'était super dans ce qu'il disait, est-ce que c'est quelque chose de très courant ce qui se passe à Blast ou c'est particulièrement corsé? Bon, je sais pas si c'est particulièrement corsé. Je pense que ce qui fait la surprise, l'étonnement, le choc, etc., entre guillemets, mais ça se passe à chaque fois qu'on raconte ce genre d'éléments sur un média de gauche, c'est justement que c'est un média de gauche,
qui prône absolument tout l'inverse de ce qui se passe en interne. Est-ce que c'est plus corsé qu'ailleurs? Honnêtement, je saurais pas le dire. Et ensuite, il y avait une deuxième question, c'est est-ce que ça se passe de temps en temps comme ça à arrêt sur image? Je crois que c'est... Oui, donc c'est Léna qui se demandait ça, si ça se passait comme ça. Alors, bah, c'est un peu compliqué, parce qu'évidemment, moi, j'ai mon ressenti qui est personnel, donc je ne vais pas parler pour les autres. Moi, en tout cas, j'ai jamais vu de situation à arrêt sur image comme celle que j'ai lue dans l'enquête d'Alizé pour Blast. Évidemment qu'à arrêt sur image, il y a des désaccords parfois, que parfois il y a des débats qui chauffent un peu, etc. Mais j'ai jamais vu personne hurler sur quelqu'un à arrêt sur image. Moi, ça fait un peu plus de 2 ans et demi maintenant que j'y suis. Donc je ne parle évidemment que de mon expérience de 2 ans et demi. Après, on a un système à arrêt sur image qui est fait de telle sorte que c'est collégial, c'est-à-dire que toutes les décisions sont prises collégialement, il faut voter les décisions, disons, stratégiques, etc. Donc, j'ai l'impression que c'est ce qui avait été prévu à Blast et que finalement ça n'a pas été vraiment appliqué. Nous, pour le coup, on l'applique, ce qui donne parfois des réunions qui durent très longtemps. Pas plus tard qu'hier, on a eu une réunion qui a duré un peu longtemps et des discussions qui durent très longtemps, parce que c'est long de se décider et de délibérer. Mais bon, après, on a aussi plus une organisation verticale, c'est ce qu'a voulu Daniel en transmettant l'entreprise à ses salariés, puisqu'on est tous devenus co-actionnaires. Aujourd'hui, du coup, on n'a plus la verticalité qu'on pouvait avoir avant avec Daniel, puisque avant, donc, on avait une forme, disons, plus classique. Vas-y, c'est pas de gauche, c'est un art, peut-être. Donc voilà, si vous avez d'autres questions sur Blast, allez-y, c'est maintenant que jamais, et je crois que c'est Loris qui passait dans le chat et qui disait que la deuxième partie serait publiée en milieu de journée, donc vous aurez ça pour le déjeuner, pour la pause déj. On vous fait le petit déj et le déjeuner chez Arrêt sur Image. Pour le dîner, je sais pas ce qui est prévu, il faut demander à Loris. C'est lui qui gère. Ah bah si, pour le dîner, on est mardi, vous aurez Proxy. Incroyable. Au même endroit. Donc revenez ce soir pour voir Proxy. Et s'il n'y a plus de questions sur Blast, vu de chez moi, le problème c'est que Robert répond même pas au message, nous dit Gilles. C'est-à-dire quel message? Parce que pour le coup, il a répondu à Arrêt sur Image, Denis Robert. Marc, on retrouve des éléments de la fin de règne aux médias de Denis Robert. Et on retrouve, oui, certains éléments, ouais. Denis Robert, j'ai essayé de le contacter, il ne répond pas. Alors, bon, j'imagine qu'il doit être très sollicité, Denis Robert. Pour le coup, nous, il nous a répondu, donc j'ai envie de dire, pour nous, en tout cas, c'est essentiel d'avoir la possibilité de faire le contradictoire et d'avoir les réponses de Denis Robert. Pas de réaction publique de Blas, alors je crois pas, j'ai regardé ce matin, mais j'ai peut-être raté quelque chose, mais je crois pas qu'il y en ait eu pour l'instant. Après, ils répondent, Denis Robert répond longuement dans l'enquête d'Alizé, donc finalement la réponse publique est déjà en partie faite, mais j'imagine qu'il y aura une réponse publique, on verra. On verra ça aujourd'hui. Oui, Loris précise que Denis Robert a toujours répondu, et c'est vrai, à chaque fois qu'on a fait un papier en lien avec Denis Robert, ou sur Denis Robert, ou sur Blast, ou aux médias, quand il était aux médias, Denis Robert a toujours répondu à nos demandes et à nos questions. Bon allez, on clôt le chapitre Blast, s'il n'y a plus de questions, et on va commencer notre revue de presse, et je voulais commencer avec Elon Musk, parce que vous vous souvenez que hier, si vous étiez là hier, on a parlé d'Elon Musk, parce que donc il a accordé une interview exclusive à France 2, pendant le salon Vivatech, qui est donc un gros salon de la tech qui se tient à Paris. Et donc, hier, on avait eu un extrait diffusé par France 2, qui était un peu un teasing de l'interview qui était diffusée dans le JT d'hier soir. Une interview de 40 minutes, donc c'est très long pour ce genre d'interview, c'est quasiment une interview présidentielle. Et donc, alors on n'a pas eu de réponse, parce que hier on se demandait pourquoi on avait un gros logo Vivatech
entre Anne-Sophie Lapix et Elon Musk. Il fait quand même une belle pub pour Vivatech, parce que pendant 40 minutes quasiment, ils ont leur logo affiché sur France 2 au JT, ce qui n'est pas rien, évidemment. Mais alors du coup, je voulais vous passer un petit extrait de l'interview. Alors je vais essayer de faire court. Il y a plusieurs points intéressants sur cette interview. Alors d'abord, ce qui est amusant, c'est que les fans de Elon Musk ont détesté l'interview. Anne-Sophie Lapix a eu beaucoup de messages publiés sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils l'ont trouvée agressive, parce qu'ils l'ont trouvée trop méchante, parce que, bon, évidemment, les fans de Musk n'aiment pas quand Musk est un petit peu bousculé. L'interview est franchement pas très agressive, hein. C'est-à-dire que, en gros, les 20 premières minutes, c'est la vision d'Elon Musk. Est-ce qu'il va s'impliquer en France? Est-ce qu'il va installer une usine en France? Quelle est sa vision pour l'humanité? Quelle est sa vision pour la conquête spatiale, etc. Et la deuxième moitié de l'interview est en effet un peu plus piquante, puisque Anne-Sophie Lapix l'interroge sur Twitter. Ce qu'il a fait de Twitter, et quelle est sa vision de la liberté d'expression, et quelle est sa vision de l'extrémisme, etc., etc. Bon, je pense que c'est cette deuxième partie qui, évidemment, a posé un petit problème aux fans d'Elon Musk. Et donc, je voulais vous montrer un extrait, parce que... un extrait qui est assez intéressant, où finalement Anne-Sophie Lapix interroge Musk sur sa vision de l'humanité, sur ce qu'il faudrait faire selon Musk pour faire progresser l'humanité, et Musk répond. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ça fait écho à une émission d'Arrêt sur Image qu'on a faite il y a quelques mois. Alors, attendez, je vous mets l'extrait d'abord. Si vous n'avez pas le son pour l'instant, c'est normal. Hop. Je vous mets l'extrait comme ça. Alors, attendez, parce qu'il faut que j'active... Je sais pas si vous allez entendre. Ouais, normalement, vous allez entendre. Alors, dites-moi s'il y a un problème de son, mais normalement, c'est... Remarquable. Et c'était une source d'inspiration de voir cette énergie dans la salle. Je vais juste le mettre en vitesse normale, puisque moi, je l'ai regardé en vitesse rapide. Et voilà. Quels sont les ingrédients qui font que vous voulez vous lancer dans une industrie? Qu'est-ce qui est le déclencheur pour aller vers Tesla, vers SpaceX? Il faut savoir que mon aspiration, mon rêve, c'est de faire avancer la civilisation humaine. La faire avancer et la protéger en même temps. Parce qu'avec Tesla, on s'intéresse à l'énergie durable. Pour SpaceX, il s'agit d'aller au-delà de l'espace pour prolonger la vie humaine et la civilisation. C'est également une vision de l'avenir. Ça, c'est SpaceX. Alors que pour Twitter, il s'agit d'avoir une plateforme qui permet d'avoir une interaction entre de nombreux points de vue différents et, je l'espère, favoriser une meilleure compréhension venant de personnes, de partis politiques et pays différents. Voilà, je m'arrête là. Alors donc, Elon Musk développe sa vision de l'humanité. Un peu plus tard, il fait une référence à la civilisation qui serait une bougie dans l'obscurité de l'univers, et il faut surtout pas que cette bougie s'éteigne. Je crois que c'est sa formule quasi mot pour mot. Ce qui est intéressant, c'est que Anne-Sophie Lapix réagit pas. Alors évidemment, c'est le problème de ces interviews, c'est que c'est compliqué de réagir à tout. D'abord parce qu'on ne sait pas exactement ce qui a été dealé avec Elon Musk. Est-ce qu'ils ont un timing très serré pour faire cette interview? Donc on imagine qu'elle a des questions et qu'elle aimerait bien dérouler son conducteur, qu'il y a des questions qu'elle doit poser, donc il faut qu'elle y arrive. Donc est-ce qu'elle peut l'interrompre? Est-ce qu'elle a le temps de rebondir? Est-ce qu'elle peut rebondir sur tout? Bon, c'est pas sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce que dit Elon Musk sur ce point-là, en fait, c'est pas du tout anodin. C'est-à-dire que l'image de l'industriel milliardaire qui voudrait sauver l'humanité et la pousser très très loin, c'est pas anodin, et c'est pas anodin surtout chez Elon Musk. Et du coup, je voulais vous montrer un extrait d'une émission qu'on a faite il y a quelques mois sur Elon Musk au moment de son rachat de Twitter, avec notamment Olivier Tesquet, pardon. Ne pas confondre Thomas Pesquet et Olivier Tesquet. Olivier Tesquet, il est journaliste à Télérama, il est spécialiste du numérique et des libertés publiques, donc il connaît évidemment très bien Elon Musk. Et surtout, donc, Olivier Tesquet, à l'époque,
parlait de ce courant de pensée chez certains milliardaires, chez certains, ce qu'on appelle les techno-solutionnistes, ceux qui pensent que la technologie va tout régler. Et en fait, expliquer pourquoi c'était pas du tout anodin de parler de sauver l'humanité quand on est Elon Musk. Ce que n'a pas relevé Anne-Sophie Lapix, alors est-ce qu'elle n'a pas relevé, donc je disais parce qu'elle n'a pas eu le temps, je ne sais pas. Je vous mets l'extrait, je me mute 2 secondes et je vous mets l'extrait. Un point qui est sur ce côté visionnaire. Quand on dit visionnaire, dans l'imagerie populaire, on pense à quelque chose d'extrêmement positif. Le problème, c'est qu'Elon Musk, il se rattache à un courant de pensée qu'on appelle le long-termisme, qui commence à essaimer un peu partout et qui est porté par des gens très riches dans la finance et dans la Silicon Valley, dont certains ne se portent pas forcément très bien, parce qu'on retrouve par exemple le patron de FTX, cet énorme site de crypto qui a explosé en vol hier, et pour qui, en fait, le projet de ces long-termistes est d'investir une très grande majorité de leur fortune dans des projets pour sauver l'humanité. Mais pas sauver l'humanité là, face à l'urgence climatique, ou dans 5 ans, 10 ans, ni même 100 ans. C'est sauver l'humanité sur des millénaires. Et donc, flécher de la philanthropie pour soutenir des projets qui vont garantir la pérennisation de l'espèce humaine pour les millénaires à venir. Ce qui peut nous amener assez vite vers une sorte d'eugénisme d'ingénieur, justement, qui consiste à se dire que finalement, on va plutôt sauver, et certains idéologues de ce mouvement-là l'ont écrit de cette manière-là, on va plutôt sauver les gens dans les pays riches, du Nord, comme on disait avant, parce que c'est eux qui innovent le plus, c'est eux qui sont le plus productifs, donc on va faire cette espèce d'arche de Noé comme ça des plus riches, et puis on va laisser les pauvres des pays en développement mourir, parce que finalement, pour la pérennisation de l'espèce humaine, c'est pas eux que, d'un point de vue rationnel, on va chercher à aider. Et, alors je caricature un peu en le disant comme ça, hein, mais c'est un peu ça aussi, Elon Musk. Voilà. Alors, bon, évidemment, ce qui pose question, c'est le format de France 2. Parce que un développement comme vient de le faire Olivier Tesquet en 2 minutes, face à Elon Musk, c'est compliqué pendant une interview. On s'en doute bien. Mais du coup, ça donne un truc un peu gênant. C'est-à-dire que si imaginons qu'on ne connaisse pas du tout Elon Musk, qu'on n'ait jamais entendu parler de ces entreprises, on ne sait pas qui c'est. Par ailleurs, l'interview commence, Anne-Sophie Lapix dit « On a le privilège de vous recevoir, merci beaucoup, on est très chanceux ». Alors déjà, il n'est pas reçu, puisqu'il ne va pas à France 2. Ça s'est fait dans les coulisses de Vivatech. Donc c'est France 2 qui est allé à Elon Musk. Deuxième chose, quand vous commencez une interview en disant « On a le privilège de vous recevoir », bon, c'est déjà un peu flatteur, on est dans un fauteuil. Mais surtout, là, du coup, l'impression que ça donne, c'est que si vous ne connaissez pas Elon Musk et que vous regardez cette interview, en tout cas le début, vous vous dites « Mais cet homme est un génie », c'est-à-dire qu'il n'a que des bonnes intentions pour l'humanité, il veut la sauver, il veut la pousser toujours plus loin, parce qu'après il explique qu'il aimerait bien installer des colonies sur Mars, ce qui n'est pas nouveau, c'est un projet de longue date chez Elon Musk. Il explique qu'il aimerait bien lui-même aller sur Mars. Et voilà, mais en même temps, parce que du coup, toujours en même temps dans ce genre de situation, on sait aussi que dans des interviews très cadrées comme ça, c'est très compliqué de sortir du conducteur. D'abord parce qu'on n'est pas préparé à toutes les réponses, c'est pas possible, même si celle-là on aurait pu la prévoir quand même, parce que Elon Musk, c'est son discours habituel, il le sort à toutes les sauces, donc on aurait pu prévoir qu'Elon Musk allait parler de sa vision pour l'humanité, et peut-être qu'on aurait pu prévoir une petite réponse. Ce qui est intéressant, c'est que donc l'interview est en 2 parties, enfin plutôt en 3 parties. Il y a une partie sur la vision d'Elon Musk, il y a une deuxième partie assez longue sur pourquoi il vient en France, pourquoi il a rencontré 2 fois Emmanuel Macron, et est-ce qu'il va donc installer cette usine de batterie dans le nord de la France, puisque c'est une négociation en cours entre l'État français et Elon Musk, et donc la 3e partie, c'est sur Twitter. Et alors, la 3e partie, le problème c'est qu'il a beaucoup de pouvoir, c'est pas juste un tonton barjot qui dit des dingueries dans son coin. Ah non, clairement. Ça c'est sûr, Shadok. Et en plus il le dit à la fin de l'interview, il dit clairement, il laisse entendre clairement qu'il a plus de pouvoir que le président des États-Unis, puisque, comme on le disait hier, pour ceux qui n'étaient pas là, à la fin de l'interview,
Anne-Sophie Lapix lui demande s'il aimerait être président des États-Unis. Alors le fait est que c'est pas possible puisqu'il n'est pas né aux États-Unis, donc selon la Constitution américaine, il ne peut pas être président des États-Unis. Mais Elon Musk finalement répond non mais en fait ça m'intéresse pas, en gros parce que on surestime beaucoup les pouvoirs du président des États-Unis. Et donc Anne-Sophie Lapix lui dit mais ça veut dire quoi? Vous êtes en train de me dire que vous êtes plus puissant que le président. Elon Musk répond, d'abord il rigole et il répond et il dit enfin bon moi je peux pas déclarer la guerre. Ce qui en dit long sur sa vision du pouvoir politique, un peu surréaliste. C'est-à-dire que la seule différence qu'il fait entre lui et le président des États-Unis, c'est que lui ne peut pas déclarer la guerre. Et ensuite, il fait tout un développement en disant que le président des États-Unis est très limité par la Constitution américaine, par la loi. Et donc, on a une vision assez claire de ce que pense Elon Musk du système de la démocratie américaine. Salut, j'ai des mocs. Ah bah, ravi de sauver tes longs trajets pour le boulot. Et donc, bon, franchement, l'interview est intéressante. C'est-à-dire que si vous connaissez pas Musk, on a une vision assez globale du personnage, j'ai envie de dire. Mais donc, je voulais revenir à la forme de l'interview parce que à la fin de l'interview, Anne-Sophie Lapix l'interroge sur Twitter, sur ce qu'il a fait de Twitter. Et Musk dit, mais en fait, on m'accuse d'avoir libéré les discours de haine sur Twitter, c'est faux. Les discours de haine, c'est ce que dit Elon Musk, ont baissé, je crois qu'il dit de 30%. Ont baissé de 30% sur la période. Et donc, que fait Anne-Sophie Lapix? Elle lui répond. Elle lui dit, bah non, pas du tout. Les discours de haine n'ont pas baissé de 30%. Plusieurs études américaines ont été faites et confirment que les discours de haine ont augmenté. Bon, et on a un discours un peu de source, c'est-à-dire que Musk dit « non, non, pas du tout, vous mentez ». Anne-Sophie Lapix dit « bah non, non, pas du tout, je dis la vérité ». Et qu'a fait France 2? En surimpression, ils ont ajouté une source à ce que disait Anne-Sophie Lapix. Alors attendez, je vous le montre, c'est un arrêt sur image, alors c'est un peu compliqué, il faut que je le retrouve... Non, je vais pas le retrouver, alors je vais vous montrer la cap écran que j'ai faite plutôt, ça va être plus simple. Alors laissez-moi une seconde parce que, comme vous le savez, techniquement, je me rôde encore, donc je vais vous faire ça. Donc France 2 a ajouté une source en surimpression sur l'interview pour montrer, hop, je vous trouve la source. Ok. Désolé, c'est un peu long. Une fois que je me serai rodé à tout ça, ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Oula, c'est un peu gros, mais... donc, voilà. Hop. Voilà ce qu'on a vu sur France 2 hier, pendant qu'Elon Musk était en train de dire non, non, pas du tout, les discours de haine n'ont pas augmenté sur Twitter. Bon. C'est intéressant parce que ça montre deux choses, ce qu'a fait France 2. D'abord que... arrêt sur image qui fait un arrêt sur image, exactement. D'abord que, dans une interview, on a beau savoir, on a beau avoir les chiffres, parce que Anne-Sophie Lapix ne cite pas exactement l'étude de l'ISD, donc l'ISD qui avait fait une étude en mars dernier, et qui avait donc découvert, enfin en tout cas analysé, et est arrivé à la conclusion que les discours, notamment antisémites, avaient augmenté de 100%, plus 100%, 105%. Ouais, j'ai des mots qui j'y viens juste après. Et donc, elle ne cite pas la source dans l'interview avec Musk, peut-être qu'elle ne l'a pas noté sur ses notes, peut-être qu'elle se dit que c'est pas essentiel comme détail, et donc France 2 l'a rajouté après. Alors ça pose deux questions évidemment, c'est d'abord comment on mène, j'allais dire un contre-interrogatoire, mais en tout cas comment on contredit quelqu'un dans une interview sans que ça soit rébarbatif pour le téléspectateur, parce que évidemment Musk s'engage dans une bataille de chiffres en disant bah non mais vous avez vos chiffres, moi j'ai mes chiffres, vous avez vos chiffres, moi j'ai mes chiffres, et sa conclusion c'est de dire ah bah sans les chiffres on peut pas savoir. Sous-entendu, ouais vous me dites que vous avez des chiffres mais moi j'y crois pas. Bon, évidemment il connaît les chiffres, bon, c'est très bien, hein, il est sur sa ligne, mais ce qui est intéressant c'est que du coup France 2 donne les clés aux téléspectateurs en disant bah écoutez, vous pouvez croire qui vous voulez, mais nous les chiffres on les a et on vous les montre. Et on vous les montre de façon très claire, avec un message en surimpression sur l'interview,
au montage, donc à la diffusion. Et c'est un truc, ils vont refaire une deuxième fois, je vous trouve pas la deuxième capture d'écran, mais ils le refont une deuxième fois avec une autre étude, qui arrive aux mêmes conclusions, hein, grosso modo. Et donc, pour revenir à ce que disait JDMOC, ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, Musk, à la fin du débat, et là on sent que Musk se tend un peu, hein. Il a la mâchoire qui se crispe, il rigole beaucoup moins. Et à la fin, il dit « Ouais, mais finalement, peut-être que vous avez une vision trop élargie de ce que c'est un discours de haine. » Donc là, bon, évidemment, c'est un débat... si on veut l'avoir avec Elon Musk, à mon avis, il faut s'accrocher, parce que je pense qu'en effet, tout le monde n'a pas la même vision du discours de haine. Mais voilà, je voulais montrer cette petite technique de France 2 pour faire du contradictoire a posteriori. Parce que je trouve ça assez intéressant. Et je pense que c'est un modèle qui devrait se généraliser. Je dis que devrait pas, je pense que ça va se généraliser, je pense que ça devrait, dans le sens, il faudrait le généraliser. Mais ça pose une question très journalistique, mais c'est que comment on fait pour s'assurer que la personne en face n'est pas trompée par ce qu'on affiche à l'écran. C'est-à-dire que Elon Musk, en l'occurrence, Anne-Sophie Lapix ne lui a pas présenté précisément ce chiffre-là, cette étude-là. Donc, est-ce qu'on peut lui reprocher de ne pas répondre à cette étude-là, ces chiffres-là? La question, j'ai envie de dire, se pose moins parce que c'est Elon Musk, et qu'on se dit, bon, Elon Musk est tellement puissant que on va pas le plaindre, entre guillemets. Mais on peut imaginer que pour des gens moins puissants, moins habitués aux médias, ça soit un peu plus compliqué. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça intéressant parce que, et je trouve que d'ailleurs ça rééquilibre certaines faiblesses de l'interview, et que c'est une autre manière de traiter le contradictoire, et de dire... en plus, je trouve que ça amène quelque chose de très fort visuellement, c'est-à-dire que d'un coup, la parole de Musk s'efface, et on a quelque chose, parce que c'est en plein écran, hein, quand ça s'affiche, là vous le voyez peut-être pas sur la capture d'écran, mais quand ça s'affiche sur France 2, c'est plein écran, vous ne voyez plus que ça. Et je trouve que ça amène quelque chose d'assez fort en termes de ce qui est important. C'est-à-dire que France 2 vous dit, attendez, là il est en train de raconter ça, mais ce qui est important c'est ça. Et le chiffre important c'est 105% d'augmentation. C'est classique chez France 2 de faire ce genre de truc ou c'est plutôt nouveau? Alors, je peux pas dire que c'est la première fois parce que honnêtement je saurais pas. J'ai pas l'impression que ça soit très souvent, en tout cas. Je l'ai pas vu beaucoup. Typiquement, je l'ai jamais vu sur une interview de politique. Alors qu'on imagine que, par exemple, sur une interview d'un président, ça aurait son petit effet. Mais sur l'interview d'un président, là, on vous dirait, oui, mais là, vous le prenez à défaut parce qu'il peut pas répondre. Antoine qui dit, elle aurait pu l'imprimer et lui montrer, c'est pas ouf comme procédé, surtout qu'elle avait prévu la question. Ouais, non, mais franchement, ça se discute. Ça se discute, mais là où je suis assez d'accord avec Shadok, c'est que je pense qu'il aurait juste nié, et c'est ce qu'il fait juste après. Parce que juste après, il dit, non, mais bon, vous avez vos chiffres, en gros, j'y crois pas, vous avez vos chiffres, j'ai mes chiffres, chacun ses chiffres, et comme ça, on se quitte bons amis. C'est un peu la fin de la discussion. La confrontation directe avec ce genre de personnes est impossible. Peut-être que finalement, c'est pas comme ça qu'il faut interroger Elon Musk. Mais bon, en même temps, on se dit, là, on a 40 minutes, c'est long, hein. C'est pas une petite interview entre deux portes. Donc, si on n'arrive pas à l'interroger comme ça, Elon Musk, comment on fait? Après, on peut aussi se dire que finalement, on a réussi à l'interroger et que les gens sont assez grands pour savoir ce qu'ils sont en train de regarder. Mais je suis pas sûr que tout le monde ait toutes les clés pour détricoter le discours d'Elon Musk. Salut Happy for Family. On peut lier ça avec du fact-checking. Ouais, c'est du fact-checking, alors du coup, pas en direct, en décalé. Je ne sais pas à quel point ça peut se généraliser. Mais moi, j'ai trouvé ça intéressant comme procédé. Questionnable, ça se questionne, clairement. Parce que jusqu'où on peut aller. Elle lui a demandé s'il était eugéniste. Alors non, t'es arrivé un tout petit peu en retard, parce qu'on en a parlé juste avant. Mais non, elle lui a pas demandé s'il était eugéniste. Elle aurait pu dire les chiffres et les sources vont s'afficher à l'écran et passer à la question suivante. Alors, ça m'amène au troisième point, c'est que je pense que c'était pas prévu. À mon avis, ils avaient pas prévu le dispositif avant. Et du coup, pour le coup, en direct, ils pensaient, Anne-Sophie Lapix pensait à dire, pendant qu'Elon Musk est en train de parler, parce qu'il faut quand même écouter sa réponse, pensait à se dire, au montage, on ajoutera les chiffres. Là, honnêtement, c'est un peu compliqué.
Donc voilà, je voulais vous parler de cette interview parce que je trouve que dans sa forme, elle a plein de choses intéressantes. Et donc, parce que Loris a tout spoilé, mais c'est pas grave. Autre chose intéressante, j'enlève cette capture d'écran qui ne sert plus à rien. Autre chose intéressante, c'est que le logo Viva Technology qui est entre Musk et Anne-Sophie Lapix, comme le disait Loris, c'est pas non plus totalement anodin parce que en effet, Anne-Sophie Lapix partage sa vie avec le mari avec son mari, déjà, première chose. Mais qui est aussi le patron de Publicis qui organise Viva Technology. Donc évidemment, c'est au minimum gênant. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi il y a ce logo Viva Technology. Honnêtement, j'aurais voulu appeler France 2 hier, mais on avait une telle réunion que j'ai pas eu le temps. Mais parce que, est-ce que ça a été dealé? Est-ce que c'est... Bon, j'imagine que ça a été dealé, ouais. Moment closer chez Adine. Oh, je sais pas si c'est closer, mais... on va dire moment carnet du pouvoir. Elle l'a secoué un peu malgré tout, ça doit pas arriver souvent. Bah, non, c'est sûr que ça doit pas arriver souvent. Mais ce qui est intéressant, c'est que vraiment, à la fin, pour le coup, on sent qu'Elon Musk est pas très content de la tournure que prend l'interview. Surtout, elle lui parle aussi des revenus publicitaires en disant que les annonceurs ont fui Twitter après ses décisions. Et pareil, bataille de chiffres, lui il dit qu'ils sont tous revenus, elle maintient qu'ils sont pas tous revenus. Bref, on n'a pas les chiffres exacts, mais c'est intéressant. Ça arrive que des journalistes en couple avec des personnages importants et qui privilégient leur éthique journalistique au risque de briser leur couple. Bon, alors ça, je saurais. Oui, sûrement, ça doit arriver. Je sais, j'ai pas trop d'exemples en tête là. Mais oui, j'imagine que ça doit arriver. Voilà pour Elon Musk. Excuse-moi, mais Thinkerview fait ça aussi, le fact-checking en live. Oui, non, mais ça, c'est pas une nouveauté dans les médias. Hein. D'ailleurs, il y a quelques années, France 2 avait essayé de mettre en place pendant les grosses émissions politiques une cellule de fact-checking en live. Ils étaient carrément dans une pièce. On les voyait filmer à part du plateau où étaient reçus les politiques. Ils étaient 2 ou 3, je crois, avec des ordinateurs. Et ils tentaient de faire du fact-checking en live. Bon. Je crois qu'ils ont abandonné l'expérience assez rapidement. Parce qu'en fait, on se rend compte que c'est très compliqué de faire du fact-checking en live. C'est-à-dire que dès que vous parlez de chiffres, dès que vous parlez d'économie, dès que vous parlez de bataille de chiffres, de statistiques, etc., mais en fait, le fact-checking, ça prend du temps. C'est-à-dire que c'est pas si facile de démonter une contre-vérité, une approximation, un mensonge aussi vite, quoi. Sauf que là, en post-prod, ça clôt le sujet, il peut pas donner sa réponse quoi qu'on en pense. Mais en fait, moi, je pense que sa réponse, il l'a un peu donnée dans l'interview, quand même. C'est dans l'interview, on comprend assez bien ce qu'il pense du débat, quoi. C'est-à-dire qu'il dit d'abord, on n'a pas la même définition du discours de haine, et de deux, vous avez vos chiffres, j'ai mes chiffres, et moi, mes chiffres sont les bons, donc... Je me rappelle du fact-check de Méluche, c'est faux parce que c'est interdit. Ouais, alors ça, c'était sur BFM, hein, je crois, si je dis pas de bêtises. C'était sur BFM, et pareil, bon, à l'époque, en plus, le fact-checking, il y avait un des éléments de fact-checking qui était faux lui-même, donc il avait fallu fact-checker le fact-checking. Mais c'était bon, évidemment, franchement, c'est un exercice très compliqué, hein, le fact-checking en direct. Je sais pas s'il y a une bonne formule, parce que et je trouve que d'ailleurs, c'est tout l'intérêt du fact-checking, qui a ses limites aussi, hein, par ailleurs, mais l'intérêt du fact-checking, c'est de prendre le temps et d'aller chercher des éléments solides vérifiés. Et aller chercher des éléments solides et vérifiés, bah, ça se fait pas en 30 secondes pour au plus vite corriger celui qu'on a en face, quoi. C'est ça qui est un peu compliqué. La pratique du bandeau correcteur, c'est aussi une pratique de youtubeurs pour corriger leurs propres approximations. Ouais, c'est vrai, il y a beaucoup de vidéastes qui font ça aussi a posteriori, qui rajoutent un bandeau sur leur vidéo au montage en disant « Oups, là en fait j'ai dit une connerie ». Bon voilà, mais c'est un débat qui existe depuis très longtemps, hein. C'est-à-dire comment faire du fact-checking en direct. Est-ce qu'il faut fact-checker? Parce qu'il y en a qui disent aussi, bah finalement, fact-checker, bon... tant pis, on sait que c'est Elon Musk, on n'a pas besoin de... Vas-y Antoine, Père Castor, il a une anecdote sur arrêt sur image.
Mais ça se trouve, je la connais, l'anecdote. Je la connais ou pas? Ah oui, c'est vrai. Oh, ouais, c'était une bonne histoire, ça. Euh, ouais, je la connais. Ah, j'ai plus exactement les détails, mais en gros, si je dis pas de bêtises, tu me arrêtes si je dis une bêtise. Monique Pinson-Charlot avait dit dans une émission d'Arrêt sur Image que François Fillon était donc dans son château de la Sarthe, prélevait de la viande auprès des gens qui vivaient sur son domaine. C'est ça, Antoine? Tu m'arrêtes, hein. Je crois que c'est ça. Donc elle avait affirmé que François Fillon avait une sorte de je sais pas comment dire, d'impôt en viande sur les gens qui vivaient sur son domaine. Et donc, bon, c'était pas vrai. Et donc, on avait dû afficher un bandeau en disant ce que dit Monique Pinson-Charlot n'est pas vrai. Et pour le coup, c'est une. Bon, là, l'exemple est, j'ai envie de dire, marrant. Alors, évidemment, pas pour François Fillon, mais c'est une question qu'on se pose beaucoup dans l'émission parce que dans l'émission, parfois, moi, ça m'arrive hein, de dire quelque chose, ou un de mes invités dit quelque chose, et je me dis salut Habib, et je me dis oula, je suis pas sûr de ça quand même. Et du coup, ben, comment on fait? Parce que l'émission, elle est enregistrée dans les conditions du direct, donc officiellement, on ne coupe pas. Officiellement et officieusement d'ailleurs, on ne coupe pas, sauf problème technique, quoi. Et donc, ben, des fois, on se dit, j'espère que j'ai pas laissé passer une bêtise. Ou j'espère que moi-même, je n'ai pas dit une bêtise. Ce qui peut arriver. Alors, moi, j'ai des souvenirs de ça m'est arrivé et je me suis corrigé soit tout de suite, soit la minute d'après, en disant, je crois que j'ai fait une approximation, bref, on y revient 5 secondes et comme ça, c'est corrigé. Mais parfois, on se demande, ouais. On se demande. Mais bon, pareil, la technique du bandeau a posteriori, est-ce que c'est honnête avec la personne qui était sur le plateau? Je sais pas. Parce que du coup, je trouve qu'elle a pas les moyens de répondre non plus, quoi. Le bandeau laisse entendre que c'était stupide ce qu'elle a dit, ou que c'était un mensonge, ou que c'était une approximation, etc. Elle a pas les moyens de se défendre, et ne serait-ce que de répondre et de dire ah, « Désolé, je pensais pas à mal avec cette erreur, voilà, c'était une erreur involontaire » ou ce genre de choses. C'est délicat, ça peut être mal perçu par l'invité, bah ouais, et d'un autre côté pour les spectateurs, c'est une chouette démarche, voilà. En effet, c'est pas simple, c'est un débat pas simple, et je pense que c'est un débat qui a dans beaucoup de rédactions où on fait des émissions filmées, parce que, en tout cas en direct. Ce qui était délicat avec Fillon, c'est qu'il y avait des primaires. Oui, bah oui, je crois que c'était en plein pendant la campagne, hein, donc en effet, c'est compliqué. Mais peut-être aussi que il faut le dire, il faut prévenir l'invité qu'on va le faire si on le fait a posteriori. Alors le cas de Monique Pinson-Charlot, c'est un peu particulier quand même parce que voilà, mais peut-être qu'il faut prévenir aussi en disant je vous préviens, on va rajouter quelque chose parce que vous avez dit une bêtise. En l'occurrence, en plus, une bêtise assez importante. Donc voilà. Si c'est bon pour tout le monde, on va passer à la suite. Et la suite, alors je voulais vous parler du Figaro. Parce que assez incroyable ce qu'a fait le Figaro ce matin. Je suis tombé sur 7 articles du Figaro que je vous affiche. Publié hier soir, pardon. Il était publié hier soir vers 20h. Donc c'est un grand papier du Figaro, assez long, dont le titre est « Violence, bureaucratie, immigration, le grand découragement des maires de France ». Alors, je vous laisse deviner quel est le mot important dans ce titre. Et c'est pas bureaucratie. Le mot important dans ce titre, c'est immigration. Ah, je suis désolé si vous entendez les miaulements, c'est mon chat. Voilà. Le mot important dans ce titre, c'est immigration. Pourquoi? Parce que j'ai lu ce papier très attentivement. Hop, je vous le passe très rapidement parce qu'il est pas gratuit. Pas une seule fois dans ce papier n'est cité l'immigration.
pas une seule fois dans ce papier, un maire ne dit « j'ai un problème avec l'immigration ». Alors, ça pose deux questions. Enfin, ça pose beaucoup de questions, déjà. Mais la première, c'est pourquoi avoir mis l'immigration dans le titre? Moi, le seul lien que j'ai trouvé, parce qu'ils en parlent, c'est Saint-Brévin. Donc, je sais pas si tout le monde se souvient de l'histoire du maire de Saint-Brévin, Yannick Morez, qui a démissionné après l'incendie de son domicile et de deux de ses véhicules. Et puis, incendie de son domicile, et des semaines et des semaines et des mois de pression, d'insultes, de menaces, de mails, etc. Pourquoi? Parce que Saint-Brévin devait accueillir un centre d'accueil de réfugiés. Et que le maire de Saint-Brévin avait donné son accord pour le projet. Il y a eu des manifestations d'extrême droite. Je ne refais pas toute l'histoire de Saint-Brévin, mais voilà ce qui s'est passé à Saint-Brévin. Et donc Yannick Morez, il y a quelques semaines, a démissionné en disant « je jette l'éponge, j'en ai marre, j'ai reçu aucun soutien de l'État, j'ai reçu aucun soutien du préfet, j'ai reçu aucun soutien du ministre de l'Intérieur, ni du président, donc j'arrête, je démissionne de mon mandat et je m'en vais. » Et donc, dans ce papier du Figaro, c'est la seule, littéralement la seule histoire qui a un rapport lointain avec l'immigration. Mais, en plus, la façon dont est présentée l'histoire de Saint-Brévin, donc c'est là, hein, donc il parle de la remplaçante, d'un proche, pardon, d'un maire qui est proche de Yannick Morez, et ils disent, l'édile, donc le maire, proche de Yannick Morez, a pris la parole publiquement lorsque son collègue a fini par démissionner après des mois de pression contre l'installation d'un centre d'accueil pour migrants à Saint-Brévin. Et c'est tout. Des mois de pression. On ne rappelle pas que Yannick Morez et sa famille auraient pu mourir dans l'incendie de leur domicile. On ne raconte pas qu'Yannick Morez a reçu des centaines et des milliers de messages de haine, de menaces, ce qui est quand même, bon, évidemment, gravissime. Et donc, j'en reviens maintenant au titre, puisque, vous l'aurez compris, c'est le titre qui nous intéresse dans ce papier du Figaro. Donc, pour le Figaro, l'immigration est un problème pour les maires de France. Mais donc, dans l'histoire, si c'est le seul lien qu'ils ont avec l'immigration, c'est Saint-Brévin, ça veut dire que, dans l'histoire, le problème du Figaro, c'est l'immigration. Pas le fait qu'un maire ait vu sa maison et ses domiciles brûlés. Ce qui est assez, évidemment, surréaliste. Alors la question maintenant, c'est qui a fait le titre? Qui a fait le titre et qui a choisi ce titre? Bon. En général, c'est pas les mêmes services que les services de rédaction, donc c'est a priori pas du tout la journaliste qui a fait le papier et qui a choisi le titre. Enfin, en tout cas, c'est assez rare hein, dans les journaux. Ça peut arriver, mais voilà. À moins sauf si, quand elle a un titre auquel elle tient beaucoup, ou il tient beaucoup, ça arrive. Là, en l'occurrence, le titre est assez bateau, j'ai envie de dire. Donc, je pense pas que ça soit elle qui ait choisi le titre. C'est pas le journaliste, c'est pour la classification sur Google. Oui, souvent les titres sont faits aussi pour optimiser la visibilité de l'article sur les moteurs de recherche, sur les réseaux sociaux, etc. Donc probablement que c'est pas elle qui a fait le titre. Mais voilà, je voulais vous montrer cet exemple parce que je trouve ça intéressant de voir la différence entre ce qu'annonce un titre et le contenu du papier. Surtout que le papier est assez long, donc peut-être qu'il y a des gens qui n'iront pas au bout, qui ne liront pas tout en entier, mais dans leur esprit, il restera que les maires jettent l'éponge à cause de l'immigration. Yannick nous précise que Saint-Brévin accueille déjà des réfugiés, ouais c'est vrai. On dirait une couverture du Point, c'est pas faux. Ça pourrait être une couverture du Point. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, encore une fois, Saint-Brévin, à mon avis, c'est totalement déplacer le débat que d'en faire un exemple de la fatigue des élus. France Inter avait fait la même chose, on avait fait un papier il y a quelques temps. France Inter avait fait la même chose dans une matinale, ils avaient fait une matinale, je crois que c'est quasiment une matinale spéciale fatigue des élus. Et pendant, je sais pas, quasi 20 minutes de matinale, ils parlaient de Saint-Brévin sans expliquer ce qui était arrivé aux maires de Saint-Brévin. Ils parlaient eux aussi de pression. Et c'est l'invité, c'était Johanna Roland qui était maire de Nantes. Et dès le début, elle a dit, il faut quand même remettre les choses à leur place. Saint-Brévin, c'était pas une histoire de fatigue des maires, c'est une histoire d'extrême droite. Voilà. C'est l'extrême droite qui accule un maire et qui le pousse à démissionner.
Et je pense que c'est très symptomatique, et d'ailleurs, à mon avis, tout ça est sinon voulu, mais c'est pas un hasard si on essaye de noyer tout ça dans le mal-être des maires, qui est réel par ailleurs, hein. Il y a eu plein d'études et plein de papiers très intéressants sur la fatigue des élus de proximité, que ce soit les maires, les conseillers régionaux, les conseillers municipaux, etc. Mais Saint-Brévin, ce n'est pas ça. En tout cas, Yannick Morez, que je sache, n'a jamais dit c'est mon métier qui m'épuise. Il a dit j'en peux plus des menaces. J'en peux plus des menaces de l'extrême droite. Donc voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que à Saint-Brévin, ça recommence. La maire qui a remplacé Yannick Brévin, attendez, je vous retrouve le lien. Hop. Ça a été raconté un peu partout depuis hier. Donc elle s'appelle Dorothée Paco, elle est sans étiquette, elle a été élue début juin, en remplacement de Yannick Morez. Et ben elle aussi, elle est maintenant victime de menaces. Et donc elle a déjà dû porter plainte. Et sa remplaçante, donc oui, Dorothée Paco soutient elle aussi le projet d'installation de ce centre d'accueil de réfugiés. Ils oublient que c'est pas le premier ni le dernier à être mis en danger par l'extrême droite, il y a aussi l'histoire des tracts nazis. Ouais, bien sûr. Absolument, astrologie. Il y a l'abandon de l'État, aucun soutien, bah oui, malheureusement. Alors, on espère pour Dorothée Paco que la situation de Yannick Morez et le cri d'alarme qu'il a lancé il y a quelques semaines va lui permettre à elle d'avoir un meilleur soutien de l'État. Parce que sinon, ça risque de finir exactement comme Yannick Morez. C'est-à-dire que là, elle a porté plainte parce qu'elle a reçu des menaces, mais bon. Et d'ailleurs, si vous l'avez jamais vu, je vous invite à aller voir l'audition parlementaire de Yannick Morez qui a été reçue à l'Assemblée nationale et qui a donc raconté ce qu'il avait vécu. C'est assez accablant pour les services de l'État, hein, que ce soit la préfecture, le ministère, etc. En gros, il raconte qu'il a été abandonné complètement. Il n'a eu aucun soutien. Et d'ailleurs, il met même en cause le préfet, puisqu'il dit que le préfet a menti. Parce que le préfet avait dit on a organisé des réunions de soutien, etc. Et Yannick Morez a dit devant la commission parlementaire bah, j'aimerais bien qu'il me montre son agenda, parce que moi je les ai jamais vus, les réunions, et demandez-lui, je crois qu'il dit demandez-lui les dates des réunions, et il saura pas vous les fournir parce qu'il n'y en a jamais eu. Donc voilà pour cet article du Figaro. Qui est un bon exemple de ce qu'on peut faire dire à un article qui ne dit même pas lui-même, juste avec un mot dans un titre. Et tout de suite, vous orientez le débat. C'est-à-dire que tout de suite, quand vous lisez ça, hop, le mot qui vous saute aux yeux, c'est immigration. C'est pas bureaucratie. Il n'y a pas de raison que l'extrême droite s'arrête dans ses manœuvres puisque ça fonctionne et qu'il n'y a aucune sanction pour le moment. C'est pas faux. C'est pas faux, ouais. Et d'ailleurs, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé de suite judiciaire à l'incendie du domicile de Yannick Morez. Enfin, il y a une enquête, etc., mais j'ai l'impression que l'enquête n'avance pas. Ou alors que pour l'instant, rien ne filtre. Rien que les points de suspension dans un titre, c'est tendancieux de ouf. Ouais, alors pour le coup, je pense que c'est... Bon, je pense que pour eux, le sous-entendu est plutôt... c'est pas les seuls sujets, quoi. Violence, bureaucratie, immigration et plein d'autres, mais on peut pas tous les mettre dans le titre. Mais c'est vrai que ça peut être un problème, les points de suspension dans un titre. Tout simplement parce que bah, on peut laisser entendre beaucoup de choses avec des points de suspension. Est-ce que tu crois qu'ils auraient titré pareil en papier ? Alors j'avoue que je n'ai pas le Figaro papier du jour, donc il faudrait aller voir s'il est dans le papier déjà. Mais bon, pourquoi pas, hein. Je vois pas pourquoi ils auraient pas titré pareil. Alors peut-être pour des problèmes de mise en page et de place, ils auraient réduit un peu, mais... Est-ce que c'est pas Internet qui contraint ce type de malversation ? Ben, pour moi, c'est un faux débat parce que... Enfin, la question est intéressante, hein, je me fais bien comprendre, mais pour moi, c'est un faux débat parce que si on considère que c'est Internet qui contraint à ce genre de choses,
la réponse est pour moi assez simple. Bah, ne nous soumettons pas aux contraintes d'Internet. Sylvain qui nous dit c'est le même titre en une. Bah voilà. Ah, et en plus le papier est en une du Figaro. Très bien. Oui, donc pour revenir à ce que tu disais, merci pour l'info Sylvain. Pour revenir à ce que tu disais, Romaric, pour moi c'est un peu une fausse question parce qu'on n'est pas obligé de se soumettre aux règles qu'on appelle en général les règles de SEO dans le métier, c'est-à-dire comment faire en sorte qu'un papier soit le plus lu, le mieux référencé sur les moteurs de recherche, etc. On n'est pas obligé de se soumettre à ça. Et par ailleurs, je pense que c'est très dommage parce que ce papier est assez intéressant. Il raconte plein de choses intéressantes sur la fatigue des maires, sur aussi des maires qui découvrent que gérer même une petite commune, c'est du travail. C'est beaucoup de travail, et c'est beaucoup de contraintes, et c'est beaucoup de débats, de discussions, de délibérations. Pas que c'était des feignants et qui s'imaginaient se tourner les pouces, parce qu'ils disent « je savais que ça serait du boulot, et j'étais prêt pour ça », mais ils disent ça devient très compliqué, quoi. Parce que pour aller chercher la moindre subvention, c'est des centaines d'heures de réunions, de discussions, de coups de fil, de machin, que chaque décision qui est prise, pareil, c'est des heures de discussion, de réunions, de votes, et qui sont fatigués. Et il y en a aussi qui disent « moi j'en ai marre de me balader dans ma ville et d'être agressé par des gens, ou pas forcément physiquement, mais verbalement, qui sont pas d'accord avec la dernière décision que j'ai prise, qui sont pas d'accord avec le moindre panneau que j'ai fait installer, etc. etc. » C'est un vrai métier. Ouais, c'est un vrai métier, ouais. Mais donc tout ça pour dire que voilà, bon, c'est dommage parce que ce papier, je pense, est intéressant et il y a un vrai sujet, mais c'est pour moi gâché, quoi. C'est rendu gâché par ce titre qui est mensonger. Faut le dire comme ça, hein. C'est pas juste une approximation, c'est pas juste une erreur, c'est purement et bêtement mensonger. Si les points de suspension sont un etc., il suffit de mettre un etc. Oui, c'est vrai, après, c'est pas très joli dans un titre, etc., mais pourquoi pas. C'est une idée qu'ils auraient pu envisager. Alors, je voulais vous parler d'un autre sujet. Je ne sais pas si vous savez qui est Inès Léraud, mais la revue des médias en a fait un très bon portrait hier. Je vous l'affiche. On n'a pas fini. Pour rebondir sur les points de suspension, j'en vois que dans les titres des journaux d'extrême droite ou très à droite. Ouais, je sais pas, non, c'est bon, il y en a aussi ailleurs, hein, sur des sujets peut-être plus légers. Peut-être sur des sujets plus légers. Peut-être que là, en effet, le sujet se prête pas au point de suspension. Parce que, surtout derrière l'immigration, ça laisse imaginer plein de choses. Et on passe à Inès Léraud. Je vois qu'Inès Léraud a beaucoup de fans dans ce chat. C'est un portrait de la revue des médias. Je vous ai mis aucun lien aujourd'hui. Tenez, je vais vous mettre celui-là. Hop. Donc la revue des médias, l'INA. La revue des médias, ils font toujours des plutôt longs papiers. Et donc ils font le portrait d'Inès Léraud, qui est journaliste indépendante en Bretagne, et qui a enquêté sur les algues vertes. En fait, ils font son portrait parce qu'il y a un film qui sort, qui est adapté de son travail, avec Céline Salette qui joue son rôle. Bref. Papier très intéressant parce que, Inès Léraud, elle raconte ses conditions de travail en Bretagne, elle raconte comment elle en est venue à travailler sur les algues vertes, et surtout elle raconte les difficultés qu'il y a à travailler en Bretagne, qui est une région difficile d'accès, pas physiquement, parce qu'évidemment il y a des transports pour aller en Bretagne, mais parce que certains secteurs, notamment l'agroalimentaire, l'industrie, sont très 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 difficiles d'accès aux journalistes. Et donc elle raconte ça dans le papier. Alors ce qui est intéressant, c'est que elle a une vision très très intéressante de la proximité qu'un journaliste doit avoir avec son lieu de travail, entre guillemets, en l'occurrence la Bretagne. Et donc elle raconte qu'au départ c'était très compliqué. Salut Romaric, merci d'être passé. Elle raconte qu'au départ c'était très compliqué parce que
Bah, parce que d'abord, c'est une journaliste au départ parisienne qui arrive, donc elle est vue comme une journaliste parisienne qui arrive. Et elle raconte comment, finalement, petit à petit, les gens se sont habitués à sa présence, se sont habitués à la voir dans les cafés, partout, et comment les portes ont commencé à s'ouvrir. Et donc, c'est une histoire qui fait aussi écho à celle de Morgane Large, que vous connaissez peut-être aussi, mais peut-être pas. Morgane Large, qui, elle, a eu des problèmes extrêmement graves en travaillant sur l'agroalimentaire breton. Morgane, on avait fait son portrait il y a quelques années. Quelques années, peut-être un peu fort. Hop. C'était Emmanuel Walter qui l'avait fait à l'époque. On avait fait son portrait il y a pardon, je vous ai mis le portrait de Inès Léraud, mais c'est pas ça que je voulais vous mettre en fait. Hop. Morgane Large dans la version en émission. Et Morgane Large, donc elle travaille sur l'agroalimentaire breton. J'ai confondu les journalistes, je pensais que c'était toujours la même personne. Oui, mais en plus, c'est toujours la même personne. Et ce qui est intéressant dans le travail de Morgane Large, c'est qu'elle a vécu des choses dramatiques. C'est-à-dire qu'à 2 reprises, sa voiture a été trafiquée. Salut Yazni. Ce que je pense pas beaucoup de gens savent. C'est-à-dire qu'on imagine souvent qu'en France, les journalistes sont parfaitement libres de faire leur travail, que la liberté de la presse est garantie. Morgane Large, on a saboté sa voiture 2 fois quand même. 2 fois de la même manière, en dévissant les écrous de ses pneus. Ce qui évidemment aurait pu être fatal, hein. Oui, j'ai dit trafiquer, saboter, ouais. Oui, c'est ça. Sa voiture a été sabotée. Ce qui aurait pu lui coûter la vie, parce que un accident à 130 km/h sur l'autoroute avec des jantes déboulonnées, entre guillemets, ça peut être extrêmement dangereux. Voilà, et je voulais vous parler de ça parce que c'est un sujet qu'on a pas mal traité chez Arrêt sur Image, qui est intéressant et qui aussi pose beaucoup de questions sur le journalisme local. Et Morgane Large, notamment, elle a co-créé un média local qui s'appelle Splan, qui est disponible en français et en breton, et qui du coup enquête sur tous ces sujets-là, notamment sur l'agroalimentaire en Bretagne, sur la pollution aux algues vertes en Bretagne. Et régulièrement, ils racontent les difficultés qu'ils ont à travailler dans leur région, parce que des lobbies puissants les empêchent de faire leur travail normalement. Heureusement, ça ne va pas tout le temps jusqu'aux menaces de mort, ou même jusqu'au sabotage, mais ça arrive, et il me semblait assez important de le redire, parce que j'ai l'impression que l'histoire de Morgane Large est restée confinée à certains... alors je suis pas sûr que ce soit aujourd'hui que ça atteigne le grand public grâce à ce stream, mais j'ai l'impression que c'est resté confiné à certains milieux très informés, soit locaux, c'est-à-dire la Bretagne, soit des gens qui lisent la presse de gauche, parce que l'histoire de Morgane Large, elle a surtout été relayée par la presse de gauche, et la presse indépendante en particulier. Donc voilà, je voulais vous en reparler ce matin, mais vous avez l'air de bien connaître le sujet. Je vois des gens qui discutent là des cochons bretons. Il y a des gens qui sont en Bretagne dans le chat. Salut Jean-Charles, merci d'être passé. Je connais bien le sujet, mais je suis breton et abonné à Asie. Bah voilà. C'est ce qui arrive. Oh, mais on a un lobby breton dans le chat. D'accord. Et bienvenue à la Bretagne. Hors lobby, la mentalité autour de la viande, c'est dingue. J'habite en Mayenne, j'avais un collègue qui était végétarien, c'était une insulte pour beaucoup. Ah, on pourrait faire une émission spéciale sur la viande, ouais. Est-ce que les médias condamnent les violences? Il n'y a pas foule. Alors, pour Morgane Large, les SDJ, donc les sociétés des journalistes des rédactions, se sont mobilisées. Mais c'est vrai que ça n'a pas fait autant de bruit que ça aurait dû, à mon avis.
si on prend l'histoire de Morgan Large et qu'on la réduit à un truc très basique, c'est qu'on a essayé de tuer une journaliste quand même, en France. Donc, en effet, ça aurait dû faire les gros titres. Bon, ça ne les a pas fait. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a aussi une méfiance de la presse généraliste vis-à-vis des journalistes indépendants ou des médias indépendants qui sont tout le temps jugés militants, etc., etc. Ce qui, par ailleurs, même si, ce qui n'est pas mon cas, mais même si on admettait que Morgan Large est une journaliste, tout ce que vous voulez, militante, etc., ça ne justifie en aucun cas de la menacer de mort. Donc ça aurait dû provoquer des vagues d'indignation. Ah bah, Sylvain Ernaud est dans le chat. Salut Sylvain. Salut Paul. En effet, pendant notre dernière enquête sur Plouvorne, 80 000 cochons pour 3 000 habitants dans le Finistère, l'UGPVB, Lobby Breton de la Viande, a envoyé un mail à tous ses adhérents pour leur dire de ne pas nous répondre. Et ben voilà. Bah merci Sylvain d'être passé. Sylvain Ernaud qui travaille chez Splan, le média dont je vous parlais juste avant. Voilà, bah c'est malheureusement ce à quoi on doit faire face quand on enquête sur les grosses industries, et en l'occurrence des portes qui se ferment automatiquement. Et alors du coup, vous avez fait comment Sylvain, si t'es encore là et que t'as 5 minutes à nous accorder? Est-ce que vous avez forcé pour avoir le contradictoire, ou est-ce que vous vous êtes dit, bon bah tant pis, ils veulent pas nous répondre, ils veulent pas nous répondre? J'espère que Sylvain est encore là, parce que sinon je parle dans le vide et c'est terrible. Bon, on va voir si Sylvain répond. Je sais pas s'il est encore là. Mais en tout cas, bah, du coup j'en profite, hein, allez lire ce plan, parce que c'est... Ah voilà, vous avez publié le mail de l'UGVPB. Et ben voilà, l'UGVPB, pardon. Est-ce que c'est pire en Corse? Je sais pas, mais j'imagine que ça doit pas être facile en Corse. Ouais. J'avais un anecdote. Attention, l'histoire de Père Castor, mais j'avais un ancien journaliste, je dirais pas pour quel journal, parce que voilà, qui avait travaillé en Corse et qui lui avait reçu 2 balles dans une enveloppe. Et du coup, ça l'avait un peu refroidi, sans mauvais jeu de mots, de travailler sur la Corse. Et alors lui, il m'avait dit, la Corse, c'est un peu particulier, c'est qu'on t'accepte jusqu'au jour où on t'accepte plus. Et le jour où on t'accepte plus, évidemment je dis la Corse, je parle pas du territoire corse, hein, je parle des milieux financiers corses, bien sûr. Bonjour, salut Betterauteur. Et alors, il y avait une question tout à l'heure sur l'émission de la semaine dernière, je voulais vous en parler assez rapidement, parce que d'abord, une observation, changement de sujet. Une observation, c'est que, je sais pas si vous avez remarqué, mais on parle plus du tout de l'attaque d'Annecy. Ah, attendez, Sylvain nous raconte un peu la suite. C'est vrai que des médias ont pour doctrine de ne pas publier sans contradictoire, ce qui bloque les papiers. Nous, on avait malgré tout eu un entretien avec le maire. Ok. Bah, c'est vrai qu'alors, pour le coup, le contradictoire, nous, en général, on essaie de laisser 24 heures ou 48 heures. Ça dépend des papiers, ça dépend des enquêtes, ça dépend de la gravité de ce qu'on traite. Et si on n'a pas de réponse, bah, on écrit qu'on n'a pas eu de réponse. On va pas bloquer des papiers ad vitam aeternam parce qu'ils veulent pas répondre, sinon, ouais, la transition m'est ratée, parce que du coup je reviens en arrière. On va pas ne pas publier un papier juste parce qu'on n'a pas de réponse, sinon ça serait un peu facile de bloquer des articles. Mais c'est vrai qu'il y a des médias qui ont des... Alors je sais pas s'ils bloquent des papiers complètement, mais en tout cas, qui retiennent des papiers assez longtemps pour laisser la chance en face de répondre. Nous, on le fait quand vraiment il y a des faits graves, etc. Sinon, sur des choses un peu plus légères, on le fait... on laisse en général, ouais, 24 heures, ça dépend. Ça dépend des papiers. Allez, cette fois-ci, je fais ma transition. Oui, donc je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on n'entend plus du tout parler de l'attaque d'Annecy. C'est assez étonnant comme ça a disparu de l'actualité. Alors que ça a évidemment choqué beaucoup de gens quand ça s'est passé. Qu'on a eu pendant tout le week-end, notamment un des héros de l'attaque d'Annecy, qui s'appelle Henri Lancelme, qui était partout dans les médias, et donc c'était le sujet de notre émission de la semaine dernière. Sujet pas facile parce que c'est un sujet qui touche à l'affect, qui touche à la sensibilité de beaucoup de gens,
qui mêle à la fois, certes, la réflexion, mais aussi l'émotion. Bon, c'est jamais les sujets les plus faciles à traiter, mais on s'est dit que c'était intéressant de faire cette émission, et en fait, le sujet de l'émission, c'était à la fois comment on traite l'attaque d'Annecy dans les médias, et comment on a une figure héroïque qui sort du lot, entre guillemets, et qui devient le visage de l'héroïsme pendant quelques jours. Et donc, élément particulier de cette émission, Daniel était invité. Daniel était invité, pourquoi ? Si vous n'avez pas suivi, Daniel, le lendemain de l'attaque, a fait une chronique assez acide sur CNews et sur Pascal Praud, parce que donc CNews avait reçu avait interviewé en duplex Henri d'Anselme, donc qui est le jeune homme qui est intervenu pendant l'attaque, l'un des jeunes hommes qui sont intervenus, l'un des témoins de l'attaque qui sont intervenus pour essayer de stopper l'attaque et de contenir l'agresseur. Et Henri d'Anselme est catholique. Il le dit, hein, il le revendique, il dit que c'est sa foi qui l'a poussé à agir, que c'est sa foi qui l'a placé dans ce parc à Annecy, et que c'était pas un hasard s'il était là, sous-entendant que c'était la Providence. Bon. Et sur CNews, évidemment, tout le monde était en admiration devant lui. Pascal Praud était... Alors, il y a un passage assez drôle de l'interview de Pascal Praud, c'est que Pascal Praud lui dit est-ce que dans la nuit, vous avez reçu des messages, des choses qui vous sont parvenues ? Sous-entendu, est-ce que vous avez entendu des voix, quoi ? Et Henri d'Anselme a une réponse très terre-à-terre, il dit oui, j'ai reçu beaucoup de textos de soutien. Ce qui était voilà, évidemment assez drôle que même Henri d'Anselme ne comprenne pas les références de Pascal Praud. Donc voilà. L'émission était intéressante, je comprends le fait d'avoir mis 2 cathos face à Daniel, mais c'était un peu perturbant au début. Ah bah pourquoi ? Ça m'intéresse, tiens. Si t'as le temps de répondre The Orange Peak. Si t'as 30 secondes pour nous expliquer pourquoi, ça m'intéresse. Et donc j'ai reçu Daniel parce que sa chronique a fait scandale. C'est-à-dire qu'il y a eu des papiers de reprise partout, parce que Éric Ciotti s'est exprimé sur la chronique de Daniel, ce qui nous arrive pas tous les jours quand même. Éric Ciotti et d'autres. Hein. Et donc ça, je trouvais ça intéressant, parce que moi aussi j'avais des choses à demander à Daniel sur cette chronique, notamment sur le timing de cette chronique. Très critiqué parce qu'évidemment les gens ont, souvent sans avoir lu le papier, hein, souvent de mauvaise foi, mais aussi certains, je pense, de bonne foi, ont ressenti ce papier comme une attaque contre Henri, et contre l'héroïsme d'Henri. Bon. Ce que ne disait pas la chronique de Daniel, même si parfois elle était un peu moqueuse. Bon, si vous voulez les explications de Daniel, vous allez voir l'émission, franchement, il répond assez longuement sur ces questions-là, et il y a un vrai débat parce qu'ils sont pas d'accord en plateau sur cette chronique. Daniel n'a pas pu s'empêcher de prendre un peu la main. Oui, c'est vrai. Et donc, pour répondre, c'était perturbant pour les discours un peu religieux, mais intéressant d'avoir leur point de vue. Ouais, enfin réussi à m'abonner à Arrêt sur Image. Eh bah super, bienvenue l'Orange, merci. Merci de nous soutenir. Alors c'est vrai que moi je me suis posé la question, et en même temps je me suis dit bah c'est intéressant, c'est-à-dire que parce que pour moi il y a aussi dans l'histoire d'Henri d'Anselme, il y a aussi je pense chez beaucoup de gens, aussi un rejet très primaire mais sans le côté négatif du mot, c'est-à-dire presque réflexe, parce qu'on n'a plus l'habitude d'entendre des discours religieux. On n'a plus l'habitude d'entendre quelqu'un afficher sa foi aussi franchement. Donc je pense qu'il y a une part des gens qui se sont un peu coupés d'Henri à cause de ça. Et donc je trouvais intéressant d'avoir l'autre point de vue de gens qui disent mais en même temps, bon, c'est aussi... si c'est important pour lui, pourquoi il n'aurait pas le droit de le dire ? Bref, le débat est très intéressant. Et donc, pour répondre à la toute première question qui m'était posée, qu'est-ce que ça fait d'avoir Daniel comme invité ? C'est un peu spécial, hein, on va pas se mentir. Daniel, il faut le gérer quand même. D'abord parce que c'est mon ancien patron, même si on n'a jamais, je crois en tout cas, eu un rapport patron-employé, mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un. C'est d'abord aussi le fondateur d'Arrêt sur Image, c'est lui qui a donné à l'émission Arrêt sur Image toutes ses lettres de noblesse. Donc c'est pas rien d'avoir Daniel comme invité, et d'ailleurs, je pense que ça s'est vu, voilà, j'allais le dire, parfait. On est d'accord, à la fin, il m'a un peu débordé. Mais au final, ça m'a pas gêné, parce que j'ai trouvé que il engageait la discussion assez franchement avec les autres, et que du coup, ça avait amené des discussions intéressantes et des débats intéressants.
Mais en effet, j'aurais pu lui couper la parole un peu plus. Même si, comme quelqu'un l'a noté dans le forum de l'émission, c'est assez drôle parce que la seule fois, ou l'une des seules fois où je lui ai coupé la parole, il m'a regardé, l'air de dire, mais pourquoi tu me coupes la parole? Alors que, évidemment, Daniel était le roi pour couper la parole à ses invités quand il jugeait que c'était qu'il fallait le faire. Donc voilà, j'ai un peu ri intérieurement à ce moment-là. Mais sinon, ça s'est bien passé. Enfin, je sais pas si vous avez vu l'émission, si vous aurez le temps de la regarder, mais je trouvais que le débat a été intéressant. Si ça n'avait pas été Daniel, demande OB, tu te serais laissé déborder comme ça. Alors, honnêtement, Daniel, je me suis laissé déborder. Et je sais que c'est un reproche qu'on me fait un peu de temps en temps dans les forums d'arrêt sur image, c'est de trop laisser les invités parler. Moi, j'avoue que je suis pas... alors, parfois je coupe la parole, parfois je recadre quand je vois que la discussion dérive un peu. Mais moi, j'aime bien laisser parler les invités. J'avoue que je sais que pour certains, parfois c'est un peu gênant, parfois c'est un peu long, et parfois ça m'arrive, hein, des fois je sors de l'émission et je me dis, voilà, j'ai laissé passer un tunnel. Un tunnel, quand on dit un tunnel, c'est quelqu'un qui d'un coup parle pendant 3 minutes et puis on n'arrive plus à l'arrêter. Bon, quand c'est passionnant, mais parfois, et comme tout le monde, quand on est un peu long, des fois on se perd un peu aussi dans ce qu'on est en train de dire, et puis voilà. C'est ce qu'on appelle un tunnel, communément. Mais j'avoue que moi j'aime bien laisser parler les invités. Je trouve que souvent ça amène des choses intéressantes. Parfois non, et parfois il faut recadrer, il faut couper. Je dirais qu'il n'y a pas de technique parfaite, quoi. On fait un peu comme on peut. Typiquement, j'ai un exemple en tête. J'ai fait une émission sur le service national universel il y a quelques semaines ou quelques mois, je sais plus. Et on avait un député LREM en plateau, Thomas Gassilou. Et moi, ça faisait très longtemps que j'avais pas interrogé un politique. Donc honnêtement, j'avais un peu perdu la main. Et à certains moments, je me suis dit, mais je me le disais pendant l'émission, en direct, pendant qu'il était en train de parler, ouais, il est en train de faire un tunnel. Et sauf qu'il parlait, parce que c'est des gens qui ont l'habitude, hein, évidemment, ils ont l'habitude des plateaux, ils ont l'habitude de garder la parole. Il parlait tellement vite, et il avait un débit tellement... c'était un flot de paroles ininterrompu, que j'arrivais jamais à trouver la petite respiration où j'allais me glisser. Parce que j'aime pas non plus débarquer dans le discours de quelqu'un et dire « Non mais, stop !» J'aime bien quand même qu'il y ait un petit... vous voyez, le moment d'hésitation où il reprend son souffle, et là où vous intervenez, vous dites « Non mais attendez, j'ai pas bien compris ce que vous dites. » Ok, bon. Mais au final, sur l'émission sur le SNU, ça s'est plutôt bien équilibré parce que les deux invités d'en face ont très bien répondu à ces arguments, et d'ailleurs, il est sorti de l'émission, il était pas très content, pour tout vous dire. Laurie, c'est le même souci. C'est très probable, mais ça arrive souvent. Hein. Ça arrivait aussi à Daniel, parfois, qu'il y a un tunnel. Hein. Daniel, c'était moins souvent parce qu'il coupait beaucoup la parole. Mais Mélenchon a souvent expliqué comment il monopolisait la parole. Sa technique, c'est de pas finir ses phrases. Ouais, c'est une bonne technique. Ouais, c'est une bonne technique. Mais les politiques, en effet, c'est rude. Hein. Petit reproche sur cette émission et la précédente sur le harcèlement, essayer de prévenir quand les images vont être dures. Ouais, je suis désolé Molkin, en effet, j'aurais dû le faire et j'ai oublié de le faire. J'ai oublié de le faire parce qu'en fait, et c'était une erreur, hein, mais j'ai présumé que tout le monde les avait déjà vus, et d'ailleurs, double erreur, puisque même si on les avait déjà vus, on n'était pas obligé d'avoir envie de les revoir. Donc, mea culpa pour cette erreur. Et pour le coup, si tu veux passer ce passage, je crois que c'est vraiment, on les revoit plus après. Hein. On les voit une fois au tout début et après on les revoit plus. Donc voilà, si tu veux sauter ce passage-là. C'est un signe de succès quand l'invité n'est pas content, nous demande l'Orange. Bon, ça dépend quel invité, je dirais. Un politique, ça peut être un signe de succès, ouais, parce que ça veut dire qu'on a réussi à le bousculer un peu. Parce que les politiques, c'est les plus durs, je trouve, à sortir de leurs habitudes et à perturber et à bouger, entre guillemets. Donc quand ils ressortent et qu'ils n'ont pas l'impression d'avoir fait de la com pendant 2 heures, c'est plutôt bien. Ouais, Radegoun... Bah, je suis désolé, vraiment, pour l'histoire des images, en effet, on aurait dû préciser. Désolé si vous êtes tombé sur ces images à cause de nous. On aurait dû le dire. Daniel était content. Écoute, je crois que Daniel était content. Ils ont poursuivi le débat. Alors, pas Marie-Hélène Lafage, parce qu'elle avait un train à prendre et qu'elle était très pressée, donc elle est partie en courant. Mais
mais avec... Ah, son nom m'échappe d'un coup, désolé, attendez, je suis désolé. Pierre Jova, ouais, pardon. Mais avec Pierre Jova, ils ont poursuivi le débat assez longtemps, ouais, après qu'on ait coupé les caméras. Donc oui, je pense qu'il était content d'avoir pu répondre et d'avoir débattu, il a trouvé le débat intéressant. J'ai l'impression que dernièrement, vous cassez un peu plus souvent la durée d'1 heure des émissions pour les allonger, ça se conforme assez bien à l'allongement des formats sur Internet. Oui, c'est vrai que ça arrive assez souvent. Alors, peut-être plus Nassira que moi. Moi, j'avoue que j'ai tendance à me tenir à 1 heure, et c'est peut-être une erreur parce que je sais que c'est mon temps d'attention. Moi, je sais que j'aurais du mal à regarder des émissions d'1 heure et demie ou de 2 heures, et merci à ceux qui le font en ce moment même. C'est une belle mise en abîme. Mais en général, si vraiment la discussion est passionnante et on sent que le débat va être bien et que ça peut continuer encore 10-15 minutes, on continue. Comment vous gérez quand les invités ne sont pas contents? Ça peut ne pas leur donner envie de revenir. Ah bah ça arrive, bah tant pis, ils reviennent pas. Hein. Typiquement, je pense que Thomas Gassilou, donc le député LREM, ne reviendra jamais chez Arrêt sur Image. D'ailleurs, déjà très drôle parce qu'il pensait venir à la télé. Donc la veille, il m'a envoyé un texto à 23h en me disant « Mais je comprends pas, vous êtes plus sur France 5 ?» Et je lui ai dit « Bah non, on aimerait bien, mais... » Enfin non, je sais pas si on aimerait bien d'ailleurs, mais en tout cas, pour la blague, je lui ai dit « Ah non, on aimerait bien, mais on n'est plus sur France 5. » Et là, il s'est énervé un peu. Il m'a dit « Ah, vous m'avez mal... je sais plus, vous m'avez mal expliqué, vous m'avez mal présenté le concept. » Et du coup, je lui ai dit « Non, non, je vous ai très bien présenté le concept, je vous ai raconté. » J'avais envie de lui dire « Franchement, si vous êtes député LREM, président de la commission de défense, et que vous n'êtes pas capable de vérifier qu'une émission ou une émission est diffusée, c'est pas trop mon problème. » Je ne lui ai pas dit comme ça. Mais bon, du coup, quand il est arrivé, il était un peu énervé. Je pense que s'il avait su, il serait pas venu. Si j'aurais su, j'aurais pas venu. Ouais, ça fait 15 ans. Bah ouais, mais il y a des gens qui sont... Mais ça nous arrive souvent, il y a beaucoup de gens qui nous disent Ah, mais du coup, c'est diffusé en direct sur France 5, que je prévienne mes proches. On est obligé de leur dire Bah non, non, pas du tout. Donc voilà, ça nous arrive souvent. Et alors, ce qui est amusant avec Thomas Gassilou, c'est que, hop, on continue les anecdotes. C'est qu'après l'émission, comme c'est un politique, évidemment, il était tout souriant, etc. On sentait que c'est un sourire un peu crispé, mais voilà. Et il m'a dit en partant, bravo, c'est très bien, il faut soutenir les médias indépendants. Ce qui m'a fait beaucoup rire, parce que je pense pas qu'il se soit abonné à Arrêt sur Image. Vu comment il a été pris en défaut après par les autres intervenantes, il n'a pas été déçu du passage. Non, vraiment, je pense que... Parce qu'il y a des gens dans le forum, je peux comprendre, hein, mais qui ont dit oh là là, un député LREM qui vient dérouler son truc. Franchement, quand on regarde l'émission, il n'est pas venu dérouler son truc. Enfin, il est venu dérouler son truc, mais il n'a pas réussi à le dérouler quand même. Moi, j'ai l'impression que pour le coup, et ça, c'est aussi quelque chose que j'aime bien, quand ça se passe. On ne peut pas le prévoir, mais en tout cas, quand ça arrive, je trouve ça très bien. C'est quand les invités font le travail, entre guillemets. C'est-à-dire que sur le SNU, les 2 invités que j'avais, qui étaient Bénédicte Chéron et Sophie Vénétité, je trouve, ont été impeccables. Elles ont méthodiquement démonté chacun de ces arguments, et dans le calme. Et Sophie Vénétité était un peu plus virulente, mais parce que elle est passionnée par son travail. Et donc moi, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. En tout cas, d'observateur de l'autre côté de la table, je trouvais ça très intéressant. Regardes-tu des émissions... c'était le sujet des émissions, c'était le service national universel. Le fameux SNU. Regardes-tu tes émissions? Non, non, non. Je l'ai fait... Alors déjà, parce que je déteste mon temps, on est me voir. Je l'ai fait au début, juste pour vérifier que j'avais pas... Enfin, on en a tous, mais je veux dire que j'avais pas des tics de diction vraiment très gênants ou des choses comme ça. Alors Antoine, qui est dans le chat, me dira que je mets mes mains devant ma bouche quand je parle et que ça perturbe tout le monde en régie, mais donc ça, c'est mon seul tic et j'arrive pas à m'en défaire. Mais voilà, non, sinon je regarde pas mes émissions. Bah, d'abord parce que ça prend un peu de temps quand même. Et sinon, non, voilà, je regarde pas mes émissions. «
Il y a des invités qui disent « Je ne viens que si Daniel anime ». Alors, moi, j'ai jamais eu le cas. Hein. Je pense même que c'est plutôt l'inverse, hein, parce que les gens ont plutôt peur de Daniel en général. Ils ont peur de ces questions. Mais enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais eu le cas. Donc, faudrait demander à Nassira, etc. Startup Larbin qui nous dit il y a du débrief en interne où vous vous reprochez un peu. Ouais, on débrief après l'émission. Bien sûr. On parle des invités, est-ce qu'ils étaient bien, pas bien. Salut Onan, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être passé. À demain. Oui, pardon. Donc, oui, on débrief évidemment l'émission. Ouais. Souvent, moi je suis pas content et les autres sont contents. C'est plutôt comme ça que ça se passe. Et, allez, une dernière anecdote pour aujourd'hui. Une fois, ça nous arrivait de débriefer l'émission, d'être un peu sévère avec, je vais dire, un ou une des invités, je vais pas dire qui. C'était pas très intelligent parce que, bref, on disait, oh là là, elle était pas terrible, quoi, cette invitée, c'était un peu nul. Et on s'est rendu compte qu'elle était encore dans le couloir. Donc elle avait tout entendu. Voilà, ça arrive. C'est pas très joli, mais ça arrive. Et du coup, il y a eu une discussion pour le coup avec... On s'est excusé, enfin bref. Ouais, la boulette, ouais. Bon, ça arrive, hein. Il y a eu une explication, elle a compris. On n'est pas parti fâché, mais... Bon, on n'est pas parti. Parti un peu de mauvaise humeur. Shit happens, ouais. Exactement. C'est la bonne conclusion. Voilà, donc si vous voulez aller voir cette émission sur l'attaque d'Annecy, elle est là, mais j'ai l'impression que tout le monde l'a déjà vue, donc c'est magnifique. En vrai, on n'avait rien dit de très méchant. Non, c'était pas méchant, mais bon, je peux comprendre que c'est pas très agréable. Quand on entend des gens parler à l'autre bout de la pièce, qui savent pas que t'es là et que c'est pas très sympa, bon, c'est jamais un plaisir, quoi. Non, il n'y avait pas de méchanceté, c'était évidemment pas des attaques, j'en sais rien, moi, sur le physique, quoi, pas du tout, évidemment. C'était surtout sur le contenu de ce qu'elle avait dit, ce genre de choses. Salut Karamazov, merci d'être passé, à demain. Est-ce qu'il ou elle est revenu? Je crois pas, mais je crois pas non plus qu'il y ait eu d'occasion, enfin, je sais pas si elle a été réinvitée, donc ce serait pas significatif, quoi, si elle n'était pas revenue. Et j'en profite aussi parce que Antoine a mis un long message tout à l'heure dans le chat, et merci à lui de l'avoir fait, mais la matinale est quotidienne. Ouais, du lundi au jeudi. Parce que comme le vendredi, je suis souvent en émission, ça fait un peu beaucoup. Donc du lundi au jeudi, 7h15, et on est ensemble pour 1h et demie, ça dépend des jours. Donc j'en profite pour le message qu'a mis Antoine tout à l'heure. En effet, si vous avez lu, peut-être pas encore, mais si vous avez envie de lire l'enquête sur Blast, ce genre de longues enquêtes, ça demande du boulot, ça demande évidemment des moyens financiers. Et donc c'est l'instant retape, on a besoin d'abonnés, on a besoin de nouveaux abonnés. Si vous êtes déjà abonné, vous pouvez parrainer quelqu'un. C'est très simple, vous allez sur la page d'accueil d'Arrêt sur Image. Bon, là on voit ma tête parce que le stream est en direct sur la home. Et en haut, juste là, est-ce que ça s'affiche? Voilà, vous pouvez parrainer quelqu'un. Et vous pouvez parrainer... alors moi il m'en reste 3 parce que j'ai déjà parrainé 3 personnes, mais vous pouvez... Bah d'ailleurs, même moi je n'ai pas utilisé tous mes parrainages, c'est très mal. Je vais le faire juste après ce stream. Vous pouvez parrainer jusqu'à 6 personnes par année d'abonnement. Donc voilà, si vous voulez faire découvrir Arrêt sur Image à vos amis, vos proches, vos collègues, etc., c'est le moment. Il y a des abonnés d'Arrêt sur Image dans le chat, demandez-leur, et ils vous parraineront avec grand plaisir. On n'oublie pas qu'on peut aussi offrir des articles. Tu ne peux pas abonner gratuitement les amis. C'est-à-dire... Bah c'est le parrainage, si, ouais. Pendant un mois, ils seront abonnés gratuitement. Donc voilà, et si jamais, parce que ça arrive aussi, hein, si jamais vous n'avez pas les moyens de vous abonner, sachez qu'on a des abonnements à prix tout doux pour les tout petits revenus, et que profitez-en, c'est fait pour. Allez-y. Dernière chose, c'est quoi le principe du parrainage? Alors donc, si t'es abonné, c'est Jopa qui pose la question, si t'es abonné à Arrêt sur Image, tu peux parrainer quelqu'un, c'est-à-dire que
je sais pas, mettons un de tes amis, tu prends son mail, tu le parraines, et pendant 1 mois, il a accès au site gratuitement. Voilà. Et après, s'il veut continuer, bah, il s'abonne à son tour. J'ai un abo précaire, ça aide beaucoup. Et bah merci Karumi. Merci, merci. Voilà, donc, parrainez, faites connaître nos articles en les offrant à des amis, à vos proches, à votre famille, comme je vous ai montré tout à l'heure, je vous le remontre rapidement. Hop, on va sur le petit paquet cadeau qui est ici, on entre le mail, et c'est parti. Et si vous n'avez pas envie de faire tout ça, eh bah, partagez nos articles sur Twitter, sur Facebook, par mail, sur Instagram, sur TikTok, si vous êtes des TikTokers. N'hésitez pas, parce que ça nous aide aussi de gagner en visibilité. Sur ce, hier, on m'a fait justement signaler que j'avais oublié le raid. Donc c'est maintenant ou jamais. Alors, qui on va raider? Est-ce qu'on n'irait pas raider Host? Ça peut être une idée, ça. Est-ce que ça vous dit? Ah, il termine, on me dit. Ah bah, très bien. Alors, qui vous voulez aller raider? Est-ce qu'on trouve ensemble? Oh, s'il termine à 9h. Ah, en effet, ça sert pas à grand-chose. Hein. On le fera quand je terminerai un peu plus tôt, peut-être. Blast. Ouais, pas sûr que ça fasse plaisir. Antoine, est-ce que t'as repéré des gens? Bah, à défaut, on ira raider Host pour ces 15 dernières minutes. Hein. Antoine, il met ses chaussures à sa fille. Ah bah oui, mais bon. Antoine. Allez, on va aller raider Marcel Duchemin si ça vous va. Est-ce que ça vous va? Ah bah en plus il parle des croisières en Antarctique, dis donc. Bah c'est parfait ça. Hop, hop. On est prêt? Attendez, parce que là je suis en train de me perdre moi-même dans mes onglets. Restez avec moi 3 secondes. Voilà. Je suis là. Salut tout le monde. Désolé, j'ai raté beaucoup d'au revoir. Merci à tous d'être passés. C'est la fin. On va aller aider Marcel Duchemin. Allez, lui envoyer du soutien. À demain. Merci beaucoup de vous être levé avec moi. Et demain, bah, même lui, même heure, hein, 7h15. Ciao! Salut Sylvain, merci d'être passé, merci beaucoup. Et bon courage, Asplan. Bon travail. Allez, c'est parti, on raid. Bonjour, comment ça va? Merci beaucoup, Harry sur Image. Je connais pas le... On se demande... Alors, figurez-vous qu'on a commencé live en découvrant que Harry sur Image streamait maintenant le matin. Et je connais pas le nom, ton nom de journaliste, le nom de journaliste qui a animé l'émission ce matin. J'ai vu que c'était pas le